Bonjour et bienvenue sur le podcast En toute confidence sur lesfrançais.press. Notre invité aujourd'hui est Frédéric Petit, député MoDem de la 7e circonscription des Français de l'étranger qui comprend l'Allemagne, l'Europe centrale et les Balkans. Frédéric Petit, bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous. Nous allons aborder ensemble à la fois l'actualité politique nationale et sa répercussion chez nos expatriés, mais aussi l'avenir du réseau de l'AEFE et celui de nos écoles françaises à l'étranger. Pour commencer, Frédéric Petit, depuis le 12 octobre, le Premier ministre dirige une nouvelle équipe de 34 ministres. Quelle est votre position sur cette nomination et le maintien de Sébastien Lecornu à Matignon après François Bayrou? Écoutez, moi je suis au Parlement d'abord. Je ne suis pas chargé de nommer le Premier ministre, je suis chargé d'évaluer ce qu'il fait et d'essayer de faire avancer, de le contrôler. Je trouve qu'on est dans une forme de Parlement qui représente la société française dans toute sa diversité. Moi, je viens de pays, j'habite dans des pays où c'est assez logique de ne pas avoir 50% pour gouverner. D'ailleurs, c'est même très, très rare. Donc, je ne suis pas surpris par ça. Mes collègues sont moins habitués que moi. Et forcément, quand on n'a pas, quand on est plusieurs groupes à 25, 30% qui doivent travailler ensemble, eh ben, ça nécessite ce qu'on appelle des gouvernements de coalition, qui existent dans tous les pays du monde, sauf en France d'habitude. Et donc, c'est quelque chose, je crois que c'est un progrès pour notre pays. Nous sommes au cœur des débats budgétaires dont l'issue impactera le financement des actions en faveur des Français de l'étranger. Des coupes financières sont probables. Selon vous, quelles actions doivent être absolument préservées par le biais d'amendements, notamment pour améliorer le quotidien de nos expatriés? Alors moi, je trouve qu'on a déjà beaucoup progressé. J'entends certains collègues parler de l'enfer des Français à l'étranger qui n'ont plus de service du tout, etc. Bon, je trouve que c'est certainement beaucoup plus chorégraphique que mon expression à moi au Parlement, mais ça correspond à rien. Je trouve qu'en particulier, les services consulaires ont énormément progressé ces dernières années. C'est quelque chose qui est dit. D'ailleurs, j'étais à l'Assemblée des Français de l'étranger il y a 15 jours. C'est plus de ça qu'on parle aujourd'hui. D'abord, il y a plus de postes, il y a un redéploiement de postes encore cette année. Il y en a moins que prévu, mais il y en a encore. Et je trouve que nos services consulaires sont vraiment, vraiment sur la bonne voie, sur une voie de modernisation, d'écoute, la plateforme France Consulaire, la numérisation, sont des choses qui vont pas mal. Il y a une grande écoute des élus de terrain, pas nous, les élus de terrain, je parle des conseillers des Français à l'étranger. Donc voilà, je trouve que c'est assez... il faut continuer, on a un budget qui continue. Là où il y a une coupe qui me semble, moi... problématique parce que je pense qu'elle est faite dans une politique publique qui n'est pas bien comprise, qui nourrit des fantasmes avec des tas d'erreurs, c'est l'aide publique au développement, dans ce qui me concerne la politique étrangère de la France. Voilà, on a une aide publique au développement qui fait à peu près 18 milliards, mais sur ces 18 milliards, nous n'avons qu'1,5 milliard d'aide publique, donc d'argent de l'État. Voilà. Et on a un collègue du Rassemblement national qui dit qu'il faut couper 7 milliards dans cette... Voilà, donc parce qu'il ne comprend pas comment ça marche et pourquoi c'est intéressant comme dispositif. Autre sujet de préoccupation chez nos compatriotes établis hors de France, celui de l'avenir des écoles françaises à l'étranger. Certains évoquent même la survie du réseau AEFE. Vous nous direz si là aussi... bien sûr. On regarde d'autres constats, ces alertes-là des parents, des enseignants, des élèves, des syndicats. Est-ce que tout ça est fondé? Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter sur l'avenir des collèges et des lycées? Alors, je vais vous donner un scoop. Sur les 560 lycées, il y en a 85% qui vont très bien. Voilà, qui vont très bien. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'organisation de l'agence, parce que c'est l'agence qui reçoit un demi-milliard d'euros. Et qu'est-ce qu'elle en fait? Moi, je suis chargé de vérifier ce qu'elle en fait. Mais je le dis depuis de longues années. L'agence, ce n'est pas le réseau. Elle est chargée d'animer le réseau, elle est chargée de développer le réseau, mais l'agence, ce n'est pas le réseau. L'agence est gestionnaire d'une toute petite partie de ces lycées, 68 sur 560, et l'agence est celle qui place les 10% d'enseignants qui viennent, qui sont des enseignants qu'elle met à disposition des lycées. D'une partie des lycées, d'une minorité des lycées. Il y a beaucoup de lycées qui n'ont aucun lien économique avec l'agence. Aucun. Une majorité de lycées n'a aucun lien économique avec l'agence. Donc eux, qu'il y ait un budget à l'agence ou qu'il n'y ait pas de budget à l'agence, ça leur fait ni chaud ni froid dans leur avenir à eux. Voilà.
Mais c'est problématique pour moi quand même que l'action de l'agence soit un peu déséquilibrée, on a beaucoup parlé de ça. Je trouve on rate des opportunités diplomatiques. Moi, je répète et je le dis depuis 8 ans, le grand problème de l'agence aujourd'hui, ce n'est pas de chercher la bouée d'oxygène suivante pour continuer à ne pas sombrer. C'est vraiment de réfléchir à comment elle travaille, à ce qu'elle fait de cet argent et comment le répartir entre ces deux grandes missions qui sont, un, de gérer des lycées, deux, de parler à l'ensemble d'un réseau, de manière équilibrée, de manière diplomatique. Voilà, c'est un peu ça le problème. Voilà, alors ça va être un peu dur, il va falloir prendre des mesures un peu drastiques, un peu plus coercitives que d'habitude pour l'agence. C'est pas des mesures douloureuses pour des personnes, il va y avoir peut-être un montant que l'agence souhaite répercuter aux familles. On est en train de vérifier qu'elle le fait de manière juste, parce que donc le budget sera fait à la fin du mois. C'est ça qui comptera, c'est pas le budget de l'État, c'est le budget de l'agence qui comptera. On verra où elle ira chercher, si elle répartit bien l'effort en fonction des familles et des pays. Ça, je le vérifierai de manière très précise. Voilà, il y a un petit moment dur à passer, mais j'espère que ce petit moment dur à passer permettra enfin derrière à ce que l'agence fasse vraiment la réforme qu'on lui conseille de faire, qu'on attend qu'elle fasse depuis 10 ans. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que j'annonce à l'agence depuis des années, en disant, vous avez un modèle interne, un modèle interne à l'agence qui fait que vous avez une croissance de votre masse salariale absolument pas contrôlée et exponentielle. Vous ne pouvez pas compter que ça soit votre subvention qui ne couvre que 40% de vos dépenses, le reste c'est les parents des EGD, compensera ça. Donc il faut réfléchir différemment, il faut se poser la question tout de suite, rapidement. Moi j'ai des solutions de fonctions par exemple qui sont faites par l'agence aujourd'hui dont on pourrait la décharger. Je ne vois pas pourquoi l'agence gère les bourses. Les bourses, ça devrait être géré à la direction des Français à l'étranger. C'est une subvention qui ne vient pas d'ailleurs du programme 185, du programme de la diplomatie éducative. Ça vient du programme de l'aide aux Français à l'étranger, comme les staffs, comme l'aide d'urgence, comme le centre de crise. Donc il faudrait que ça soit l'autorité consulaire qui le gère, et ça irait beaucoup plus vite. C'est des gens dont c'est le métier de travailler avec les consulats, etc. Un mot sur la réforme en préparation. La direction générale de la mondialisation du ministère des Affaires étrangères semble avoir pris la main au détriment de l'AEFE sur cette réforme en préparation. Anne Grillo, qui dirige le service, a récemment réuni les syndicats des enseignants et des personnels, les associations de parents d'élèves, pour présenter de grandes orientations. En tant que parlementaire, est-ce que vous avez été consulté ? Oui. Et je vous rappelle qu'en tant que parlementaire, j'ai auditionné Madame Grillo, c'est moi qui l'ai convoquée, et cette année, pour une fois, on a eu la chance de pouvoir commencer à travailler très tôt. Donc j'ai vu Madame Grillo dès qu'elle est arrivée, j'ai beaucoup parlé avec elle. Si vous voulez, quand vous dites qu'elle a présenté la réforme, elle a plutôt présenté la première partie, c'est-à-dire comment on passe la vague difficile des mois qui viennent. Et sur la réforme, on est à peu près en phase. Elle est d'accord avec, elle est d'accord avec ce que je pense, la manière dont je l'ai mis dans mon rapport. Dans mon rapport, il y a 11 mesures qui sont des mesures non budgétaires, des mesures que j'ai appelées pré-budgétaires, que j'ai données au gouvernement en juin, avant qu'on mette des chiffres dans le budget, en disant voilà, ça il faudrait le faire avant ou indépendamment des chiffres du budget, parce que c'est ça qui permettra qu'après l'argent qu'on met dans l'essence qu'on met dans le moteur fonctionne bien, quoi. D'abord, il faut retravailler un peu notre moteur. Ces mesures, c'est ce que vous nous disiez il y a quelques minutes, c'est-à-dire sortir les bourses, qu'elles ne soient plus gérées par l'EFE. C'en est une. Je pense aussi je trouve que la direction de l'AEFE n'est pas assez reconnue dans l'organisation de l'État pour le grand opérateur qu'elle est. C'est un opérateur énorme qui prend un demi-milliard d'euros d'argent public. Et je trouve que elle devrait être, alors techniquement ça s'appelle être dans l'annexe de l'article 13 de la Constitution, c'est-à-dire qu'il faudrait que la direction de l'AEFE soit validée par le Parlement. Une fois que cette personne est acceptée par le Parlement, sa légitimité et sa marge de manœuvre pour réformer en profondeur, elle est complètement différente que ce qu'elle est aujourd'hui. Il ne faut pas se cacher derrière les statuts. Les statuts, ça n'a... Moi, j'étais parent d'élèves, parent d'élèves du réseau.
Je ne savais pas quel était le statut de mon lycée. Pour moi, le lycée, c'était le lycée français. Qu'il soit associatif ou qu'il soit pas, ou qu'il soit géré par Pierre, Paul ou Jacques, qu'il soit géré par l'AEFE à Paris, ça m'est complètement égal, moi. Je paye pareil, j'ai le même service puisque c'est contrôlé par l'homologation. Donc c'est pas ça l'intérêt. La lutte derrière les enjeux de dire c'est privé, c'est pas privé, c'est l'État ou c'est pas l'État. Voilà, il n'y a pas de service public français en Égypte. Ça n'existe pas. Si on avait le service public turc qui venait en France, on dirait c'est pas normal. Et ben c'est pareil. Donc quand on fait un lycée français en Égypte, au XXIe siècle, c'est de la coopération éducative avec l'État égyptien. Voilà. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut le travailler. Et c'est ça qui n'est pas très clair dans l'organigramme de l'AEFE aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien avoir des bons lycées français comme au coin de la rue, partout. Ça, c'est plus possible. Alors justement, ces propositions, cette vision que vous défendez, et ce sera pour terminer, selon vous, quels acteurs de la communauté éducative pourraient soutenir ces positions, et puis à quelle échéance cette réforme, ou même ces réformes au pluriel du réseau AEFE, pourraient-elles et devraient-elles être entreprises pour être efficaces, notamment pour les élèves? Alors, qui le soutient? Beaucoup de monde. Voilà. Je pense que parce que dès que les gens quittent leur querelle idéologique, etc., et je dis ça, je vais peut-être vous surprendre, mais même du côté des enseignants et des syndicalistes, dès qu'on arrive à discuter du fond, c'est-à-dire de à quoi on sert, les gens ils viennent à la logique. Voilà. Alors ils ne le disent pas, peut-être pas sur les radios, ils le disent. C'est comme au Parlement, chacun garde son drapeau idéologique, mais les gens savent bien qu'ils vont dans le mur, que ça ne pourra pas durer, et qu'il faut bien, alors qu'on a des moyens terribles, alors qu'on a des moyens extrêmement intéressants, c'est 1 demi-milliard d'euros d'argent public qui féconde, qui produit 4,5 milliards d'activités. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est extraordinaire ce qu'on fait. Donc il faut continuer. Par contre, il faut mieux l'organiser pour le sécuriser, mieux informer la représentation nationale de ce qui se passe. Voilà, il ne faut pas nous faire croire qu'avec ce demi-milliard d'euros, on fait tourner 560 000 élèves. C'est faux. C'est faux. 560 lycées, 400 000 élèves, c'est faux. Ce demi-milliard d'euros, il est incitatif. C'est le sel de la pâte. C'est très bien. Il faut le maintenir. Mais c'est pas si j'en veux 2 fois plus, il faudra 2 fois plus. Non, c'est pas vrai ça. Et donc, il faut travailler à ce modèle de réseau et il y a énormément de soutien de tous les partenaires, les profs, les parents. Quand je partage mes idées avec les élus locaux, avec les parents, avec les responsables gestionnaires, tout le monde comprend que c'est bien là qu'il faut aller. Après, vous me dites l'échéance. Je pense qu'il y a une échéance qui est de quelques mois. Il faut que l'AEFE ne soit pas en rupture de paiement. C'est tout simple. Ça. Il faut appeler un chat, soit pas on dit pas rupture de paiement. En cessation. En cessation de paiement, voilà, ne soit pas en cessation de paiement. Donc il faut passer ce moment difficile. Moi, j'ai des propositions d'économie que je vous ai rappelées assez simples. Donc ça, c'est un premier temps, et c'est le temps que la DGM est en train de gérer aujourd'hui, là, que Madame Griot est en train d'essayer d'aider la direction à passer, parce que c'est un lien entre le budget de l'État, l'administration centrale et l'opérateur lui-même. Et après, il faut que la direction de l'AEFE prenne en main cette réforme, la prenne de manière pas uniquement une collection de rustines, mais la prenne profondément, comprenne profondément ce qui doit être transformé à l'intérieur de l'AEFE pour utiliser au mieux les énormes moyens publics qu'on met à sa disposition. Dire que l'AEFE est une instance que l'on veut privatiser, c'est absurde. C'est absolument pas ça. On veut au contraire que l'argent public, et puis il n'y a pas que l'argent, les moyens publics, parce que tous ces enseignants ont été formés, etc., puissent fleurir dans le monde, que ça puisse. Et on sait tous que c'est possible. Simplement, ça demande un petit peu d'organisation et un petit peu de volonté de sortir de ces rails, quoi. Il faut essayer de penser un peu plus, comme au XXIe siècle. Très bien, merci beaucoup Frédéric Petit d'être venu nous parler de l'AEFE et votre vision pour l'institution notamment. Et on se retrouve très vite pour un nouveau En toute confidence. Merci beaucoup, bon courage à vous, à bientôt. À bientôt, et vous continuez de vous abonner à la newsletter, vous êtes plus de 610 000 aujourd'hui à l'avoir fait. Merci aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press pour un nouveau En toute confidence.